Alors bonjour à tout le monde, ravi de vous accueillir au sein de l'entreprise Leroux pour cet après-midi, vous l'avez bien compris, destiné aux déchets de chantier, au recyclage et avec un point d'orgue, la signature donc de la charte pour la lutte contre la prolifération des dépôts sauvages. Donc en tout début de cet après-midi, donc on va avoir une table ronde autour de la REP, la responsabilité élargie du producteur, animé par un représentant de l'ADEME Île-de-France, Mohamedou Ba, voilà. Bertrand Andouche, qui est le chef de service de transition écologique à la Fédération française du bâtiment. Céline Villecourt, vice-présidente du conseil départemental en charge de l'environnement et aussi maire de Saint-Prix. Jean-Yves Loco, président d'entreprise éponyme, donc le groupe Loco, mais aussi président du groupement de négociants indépendants Starmat. Et enfin, Denis Silio, entrepreneur, vice-président de notre fédération, mais aussi président de la commission régionale environnement de l'UFB Île-de-France, donc l'Union des fédérations du bâtiment d'Île-de-France. Alors, en préambule, simplement quelques petits chiffres, et ensuite, on laissera place au débat. Le bâtiment, aujourd'hui, grosso modo, c'est 46 millions de tonnes de production de déchets par an. La répartition de typologie de déchets, c'est 76% de déchets inertes, 21% de déchets non dangereux, non inertes, et 3% de déchets dangereux. En termes de typologie de déchets, de type de chantier, c'est essentiellement de la démolition, mais aussi de la rénovation et de la construction neuve. Alors autant, il y a des filières aujourd'hui qui sont déjà très bien organisées en termes de valorisation. On parlera du métal, on parlera du bois, on parlera du plastique. Mais ces filières-là, on va dire, sont plutôt assez organisées et fonctionnent plutôt bien. A contrario, il y a sans doute beaucoup d'efforts à faire encore sur tout ce qui est traitement des déchets du second œuvre et ce qu'on appellera le déchet mélangé et ce qui revient en tout venant. Voilà. Donc, plutôt que de effectivement donner d'autres éléments, je vais donc céder d'ores et déjà la parole à Mohamedou. En fait, c'est plutôt au niveau national que cette thématique elle est traitée à l'ADEME. Moi, je travaille à l'ADEME Île-de-France sur la thématique déchets des activités économiques, donc dont déchets du BTP. Le principe, c'est quoi? Il est assez simple, c'est le principe du pollueur-payeur. Je donne juste deux exemples. Si on achète une poupée qui est utilisée par les enfants, à un certain moment, elle devient un déchet. Ce déchet est mis et récupéré par les éboueurs. Et puis, ce déchet est envoyé par la collectivité, parce que c'est elle qui collecte. Et puis, derrière, il y a soit un traitement ou une valorisation ou pas, ainsi de suite. Donc, du coup, le coût de cette partie-là, de cette partie valorisation ou recyclage, est plutôt porté par la collectivité, donc par les impôts locaux, donc par les contribuables. Quand il y a une REP, je prends par exemple un paquet de biscuits, c'est plutôt le paquet qui m'intéresse, pas le biscuit. Pour le mettre sur le marché, le producteur paye une éco-contribution et donc paye à un éco-organisme. Et avec ça, cet éco-organisme accompagne les collectivités. Donc, du coup, on met en place un centre de tri, et donc ce qui permet aussi de récupérer une partie du montant de la fabrication pour la valorisation ou bien pour le recyclage de ce paquet de gâteaux. Ce qu'on appelle la REP, c'est de dire que le producteur du produit lui-même, il contribue à tout le cycle pour la valorisation, tout le cycle du produit, donc de sa conception jusqu'à sa mise en déchetterie, ou bien jusqu'à sa valorisation ou bien son recyclage. Depuis 1992, il y a eu des filières, une dizaine de filières REP qui se sont constituées. Et donc, du coup, on parle sur les accumulateurs, sur les déchets électriques, électroniques, sur les véhicules. Donc, il y a beaucoup de filières qui se sont constituées depuis 1992 à partir de ça. Merci pour ce rappel. Alors, le bâtiment, lui, la loi AGEC qui arrive, on peut en parler un petit peu? Oui, donc avec la loi AGEC 2020, autant pour moi, 2020, on change complètement de braquet, on voit que ça marche. Et donc, du coup, on essaie de voir comment on peut accélérer déjà
le nombre de filières. Donc 92 jusqu'en 2020, il y avait une douzaine de filières. Là, 2021-2025, il y a une dizaine de filières encore qui sont candidates pour devenir des REP, notamment la filière qui nous concerne. Et donc, du coup, ça, c'est la première nouveauté. La deuxième nouveauté, c'est de prendre en compte toute la partie du cycle de vie. Jusqu'à présent, les filières portaient beaucoup plus sur la fin de vie du produit. Donc, l'idée, c'est de dire que, puisque c'est une loi aussi sur l'économie circulaire, donc comment on peut faire pour éviter que le produit soit un déchet? Alors, en Ile-de-France, bien sûr, toutes les régions sont concernées, mais comment ça va s'organiser un petit peu? Est-ce qu'on en sait déjà un petit peu? Comment, pour le bâtiment, bien entendu. D'accord. En fait, c'est vrai que c'est depuis la loi NOTRe, la région, elle porte la planification, donc elle doit mettre en place les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets. Ce qui est important à savoir, c'est que la REP et les éco-organismes sont obligés de travailler avec la région et vice-versa aussi pour l'atteinte de ces objectifs-là. Donc, du coup, je prends juste un seul exemple. Dans le cadre de la reprise sans frais, on dit par exemple que l'arrêté dit qu'il faut 10 km, il faut mettre un point de collecte 10 km entre là où le déchet est produit et là où il peut être repris. Le PPG de Île-de-France, puisqu'on parle de l'Île-de-France, propose autre chose, une distance de 15 minutes entre le lieu où le déchet est produit et où il peut être récupéré. Ça va se faire en coordination avec la région, donc avec le conseil régional, avec l'ADEME qui porte aussi un certain nombre de dispositifs pour voir comment respecter ces 15 minutes par rapport à l'endroit où on peut déposer les deux. Donc ça veut dire quand même qu'il y a un travail qui doit se faire entre tous ces acteurs-là. Un travail de coordination, tout simplement aussi, à mon avis, pour faire en sorte de consommer le moins possible d'énergie pour aller au point de collecte, si j'ai bien compris, qui est la démarche d'économie circulaire. Oui, c'est ça. On est bien d'accord, ok. Alors, merci Mohamedou, merci pour votre présentation. Alors, là, on va passer donc à Bertrand. Bertrand, donc, ta tâche, toi, c'est effectivement nous expliquer un petit peu les éco-organismes, l'agrément, comment ça se passe. Et est-ce qu'aujourd'hui, on a déjà un petit peu une idée des éco-organismes qui potentiellement pourraient être agréés? Voilà, à toi de jouer. Merci pour ce challenge. Je ne sais pas si vous l'avez compris, ce sujet très complexe, qui n'est pas nouveau parce que c'est un sujet qui a été mis sur la table fin 2018 et avec la particularité d'un secteur où il y a énormément d'acteurs, des acteurs très divers et variés avec des problématiques et des intérêts différents. Un secteur où il y a énormément de diversité dans les produits et dans les matériaux qui sont distribués. Et du coup, on compte sur au moins les 6 premières années d'agrément pour que le dispositif se stabilise, quand bien même, effectivement, il y a des objectifs qui vont être fixés, notamment par les pouvoirs publics, en matière de valorisation, de réemploi, de recyclage, de collecte, point de collecte, donc le maillage territorial, un point très important, on en discutait tout à l'heure. Donc un sujet extrêmement complexe. Et là, en l'occurrence, pour l'arrêt de bâtiment, vu que c'est un sujet que l'on connaissait, on a 4 candidats aujourd'hui, 2 qui sont des candidats qui existaient parce qu'ils fonctionnaient sur des REP existantes, en l'occurrence la REP DEA, déchets d'éléments d'ameublement. Et il y en a 2 qui se sont créés, ex nihilo. On connaît les noms? Comment? On connaît les noms. Ah oui, on a les noms. Citer, ouais, Valdelia, Écomobilier, ce sont les 2 éco-organismes qui aujourd'hui existent et traitent la REP DEA. À ce jour, on a 3 éco-organismes qui devraient se positionner sur l'ensemble des déchets du bâtiment non couverts par une REP déjà existante. Et il y en a un qui se focalise sur les déchets inertes. Alors, en même temps, c'est vrai que vu les problématiques énergétiques, ça pourrait aussi avoir du sens d'avoir une économie circulaire encore plus efficace pour moins consommer. C'est un raccourci très rapide par rapport à ce qui se passe actuellement. Mais après, là, est-ce que c'est concret de dire ça pour l'organisation sur le terrain? J'en suis pas complètement sûr non plus pour que ça se mette en place. Mais bon, alors, les pouvoirs publics vont peut-être quand même pousser pour y aller, finalement. Alors, a priori, les pouvoirs publics, pour l'instant, ne comptent pas revenir sur cette date du 1er janvier 2023. Alors, pour la petite histoire, on était normalement fin du premier trimestre. 9 mois plus tard, on applique. Et cette idée d'appliquer l'éco-contribution 9 mois après l'agrément était une idée plutôt intelligente
vous allez comprendre pourquoi je rigole un petit peu, de la FFB, notamment, poussé par d'autres. Parce qu'on a une problématique, c'est qu'aujourd'hui, on a des devis qui sont signés, mais pour lesquels les produits et matériaux ne sont pas achetés, pour tout un tas de raisons. Pas de disponibilité des produits. En ce moment, on connaît un peu la situation. Pas de place pour stocker. Donc, on a des entreprises qui n'ont pas de zone de stockage, donc ils achètent au fur et à mesure. Bref, 9 mois aujourd'hui, puisqu'on a une situation, notamment en rénovation, qui est plutôt à 9 mois de délai pour les carnets de commandes. Et ce qui est important, marché généralement non révisable, que ce soit marché public, même si, bon, voilà, il y a des éléments. Il y a des maîtres d'ouvrage publics qui acceptent des échanges. Et les marchés privés, encore plus difficile. Il faut discuter avec son client. Mais inutile de vous dire, quand vous achetez un appartement, on vous le vend 100 000, puis au moment de réceptionner, on vous dit c'est plus 100 000, c'est 200 000. Je pense qu'on ferait tous la grimace. Donc, compliqué pour les entreprises qui risquent d'absorber, notamment sur leur marge, ce surcoût si on l'applique dès le 1er janvier 2023, puisque, voilà, je vous ai expliqué le schéma. Il va y avoir des conventions à passer. Je pense qu'il y a des collectivités. Toutes les collectivités attendent aussi les agréments pour pouvoir... Alors, certes, il y a sans doute des discussions qui ont avancé, je l'espère, mais il y a des conventions qui vont falloir passer avec les collectivités, avec les acteurs privés, pour justement déterminer un petit peu le mode de fonctionnement et concrètement comment ça va se passer aujourd'hui pour l'entreprise. Parce que quand on dit REP égale reprise gratuite des déchets, ok, c'est bien, mais on oublie souvent la fin, des déchets triés. Ok, c'est quoi un déchet trié? On n'en sait rien. Et on le saura une fois que l'agrément, je reviens toujours à ça, une fois que l'agrément sera obtenu, on va travailler, quand je dis on, les acteurs de la filière, dans un comité technique opérationnel qui a été imposé dans le cahier des charges des éco-organismes pour travailler sur, justement, ces fameux standards de tri qui pourront permettre à une entreprise de bénéficier de la reprise gratuite. C'est-à-dire que demain, je reste sur la plaque de plâtre, je ne sais pas pourquoi, mais peu importe, demain, j'amène une plaque de plâtre qui a de la moquette. Si le standard de tri, c'est plaque de plâtre sans moquette, on paye. Par contre, si c'est plaque de plâtre sans moquette, ben là, on le reprend gratuitement. Dans le cahier des charges, il y a une forme de progressivité. L'agrément, il est donné pour 6 ans. Donc, il y a des objectifs 2027-2028. D'ici là, enfin, 1er janvier 2023, on ne fait pas tout non plus. Voilà, okay. Tous les déchets ne vont pas être forcément concernés de la même manière. Le maillage territorial, ce n'est pas au 1er janvier qu'il y en aura partout, à moins de 15 minutes pour l'Île-de-France. Non, c'est pas possible. Pour la petite histoire, je rappelle que le secteur a eu comme obligation de mettre en place des plans départementaux de gestion du BTP dans les années 2000, puisqu'il y avait une circulaire en 2000 qui avait demandé à partir là-dessus, où globalement, on avait à peu près les mêmes discussions qu'aujourd'hui. Hein. Voilà, on est 20 ans plus tard. Bon, bah Bertrand, merci pour ce tour d'horizon. Tu veux rajouter quelque chose? Sauf, je m'étais noté 2 points à ne pas oublier. Alors sur la cohérence. La gouvernance, qui rejoint la cohérence. Parce qu'il y aura plusieurs éco-organismes, il y aura probablement plusieurs modes de fonctionnement, sauf que nos entreprises, elles ne sont pas monodéchets, donc elles sont généralement multi-activités, en tout cas multi-déchets. Donc, il faut essayer justement qu'entre les 4 éco-organismes, il y ait une forme de cohérence. Un point, je vais prendre un exemple, dans les missions des éco-organismes, il y a un sujet important, très important, notamment pour le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, les dépôts sauvages, c'est la traçabilité. Bon, si les 4 éco-organismes ont un système de traçabilité différent, je ne vous explique pas le casse-tête pour nos entreprises. Il y a un point important qu'il faut garder en tête, c'est que l'entreprise de travaux est considérée comme point de maillage pour ses propres déchets. C'est-à-dire, schématiquement, une entreprise va pouvoir partir de son chantier, aller chez elle, si elle a la place, ça ne concerne pas évidemment toutes les entreprises, mais si elle a la place, d'aller chez elle, dans son entreprise, de mettre des bennes, de trier conformément au cahier des charges qui sera imposé par les éco-organismes, de contractualiser avec les acteurs qui ont la petite vignette éco-organisme compatible, et du coup de se faire reprendre ses propres déchets. C'est un point qui n'est pas négligeable, parce que dans le fonctionnement global de tout cet écosystème, ça peut avoir des intérêts pour les entreprises de travaux. Alors, rapidement, là, sur ton dernier sujet, effectivement, au sein de la Fédération du bâtiment Val d'Oise, et avec d'ailleurs le concours, je peux le citer, le conseil départemental, on fait chantier responsable, une opération que l'ADEME connaît sur le tri, sur le chantier du CDFAS. C'est vrai qu'il y a un standard qui est recommandé pour trier.
Donc là, ça se passe sur site et c'est traité par une entreprise en l'occurrence. Mais là, on est au sein d'une entreprise de bâtiment qui a la place et qui est déjà organisée en traitement de différents déchets. Concrètement, par rapport à ce que tu viens de nous dire, cette entreprise pourrait être agréée et le cas échéant aussi, collecter pour le compte d'autres entreprises de la zone, peut-être, éventuellement, si elle voulait, et être un éco-organisme de proximité, c'est ça? Ça pourrait être possible? Pas un éco-organisme de proximité. Pour l'instant, ça n'existe pas. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, en fait. Mais je comprends. Non. Enfin, oui. En toute logique, ça peut passer. Par contre, si l'entreprise bascule pour dire j'accepte les déchets de mes confrères, là, on bascule dans une activité différente. Non, je veux dire, ça peut être une source de développement potentiel en répondant à... mais absolument. Et puis après, de manière cohérente. Sur certains déchets, notamment. Ah oui, oui, tout à fait. Mais on rentre dans une autre démarche. Mais ça peut être... Ça pourrait être le cas. Tout à fait. Alors, c'est l'occasion, on parlait des collectivités, du conseil départemental du Val d'Oise. Céline Villecourt, maintenant c'est à vous de nous parler un petit peu, vous, collectivité locale, élu local, donc aussi donc de Saint-Prix et adhérente aussi à un syndicat fait de gestion de déchets sur la commune de Saint-Prix. Comment vous voyez ça et comment vous envisagez cela au sein de la collectivité du département notamment? Alors moi, je voudrais simplement commencer par un constat qui mettra, à mon sens, tout le monde d'accord. Les dépôts sauvages sont sur notre territoire un véritable fléau. Un fléau environnemental et sanitaire, bien sûr, qui dégrade notre environnement, nos paysages, mais aussi qui pollue nos sols et nos cours d'eau. Alors bien évidemment, ces déchets, ils sont multiples, en tout cas, ils sont issus de particuliers, de travail illégal, mais aussi, et malheureusement, des professionnels du BTP. Et cela touche l'ensemble de notre territoire valdoisien. Alors, il y a urgence à agir, clairement. Je vais vous donner quand même quelques chiffres pour expliquer mon propos. Dans le Val d'Oise, c'est 250 points de déchets illégaux qui sont identifiés. C'est 14 millions d'euros dépensés chaque année par le département pour éliminer ces dépôts sauvages. Et c'est aussi 1500 tonnes chaque année qui sont évacués de nos forêts et dont 85% des déchets sont issus des chantiers, gravats, déchets divers. Alors donc, je disais, il y a urgence à agir et à agir collectivement. La gestion des déchets du BTP est donc un enjeu majeur pour notre département, à l'échelle bien évidemment francilienne, mais aussi départementale, vous l'aurez compris. Alors le département, sous la houlette de Marie-Christine, notre présidente, est bien évidemment fortement motivée, appliquée à travailler dans la lutte contre les dépôts sauvages, mais plus largement dans la réduction des déchets, dans leur revalorisation, mais aussi, bien évidemment, à la protection de notre environnement. Alors nous défendons bien évidemment une gestion équilibrée de ces déchets dans une logique gagnant-gagnant, en favorisant notamment la prévention, les nouveaux outils qui peuvent émerger pour la collecte, mais aussi le tri et bien sûr la valorisation de la matière qui est tout un sujet. Alors il paraît essentiel aujourd'hui que dans ce cadre, il y ait au-delà de la collecte et du traitement, cette offre qui s'opère dans le cadre de la REP, soit accompagnée bien évidemment d'un soutien et d'un accompagnement pesé auprès des entreprises et auprès des artisans pour organiser le tri sur leurs déchets, pour faire de la prévention et les sensibiliser à la revalorisation. Et surtout, les petites entreprises et les artisans qui, à mon sens, n'ont pas les mêmes moyens, que ce soit des moyens humains ou des capacités financières, à mettre en œuvre demain toutes les prescriptions des éco-organismes qui seront imposés. Vous êtes élu local, vous avez donc votre syndicat de collecte a dû commencer à en parler. Comment vous envisagez ça, justement, peut-être d'ouvrir la porte aux artisans de manière plus large, les faire payer, pas les faire payer, parce qu'une époque, la question, j'avais entendu, c'était de dire, il faut peut-être mieux les prendre, parce que plutôt que de les faire payer, ça coûte plus cher d'aller les rechercher. Est-ce que là-dessus, vous avez une réponse et où est-ce que vous avez déjà réfléchi à cela? Alors, c'est vrai que ce maillage
des points de dépôt est un des enjeux les plus importants, je dirais, de la REP. Et pour parvenir à créer ce maillage intelligent et efficient, il faut effectivement que chacun y mette sa contribution. Nos syndicats intercommunaux qui ont la gestion de nos déchets, aujourd'hui, ils sont au nombre de 17 sur le territoire valdoisien. La majorité d'entre eux, aujourd'hui, n'accueillent pas les professionnels du BTP. D'accord. Et les quelques entreprises qui peuvent y avoir accès doivent apporter une contribution financière. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on peut retrouver aujourd'hui des déchets dans nos espaces de nature. Alors effectivement, les préconisations techniques qui seront imposées à nos syndicats dans le cadre par les éco-organismes de cette REP vont amener une grosse mutation importante, très importante pour notre territoire, puisqu'aujourd'hui, nos syndicats, en tout cas les sites de déchetterie, ne sont pas dimensionnés pour accueillir ces déchets supplémentaires. Et donc, il faudra forcément engager des travaux pour pouvoir accompagner cette mutation. Parallèlement, et le département est un véritable acteur sur le sujet, je tiens à vous en informer aujourd'hui, nous avons voté il y a quelques mois déjà un appel à projet qui va dans ce sens de développer et de faire émerger des bâtiments publics, des équipements publics qui tendent à récupérer ces déchets. Et donc cet appel à projet sera lancé avec un soutien financier, puisque nous avons déjà déterminé une enveloppe de près de 400 000 € pour aider les projets qui nous seraient présentés, si tant est qu'ils répondent à nos attentes et à nos exigences environnementales. Donc oui, on fait partie de ces acteurs qui vont contribuer à créer ce maillage. Mais le maillage ne suffira pas qu'avec les déchetteries existantes qui pourraient être redimensionnées. Il faut aussi intégrer dès le départ de la REP, en fait, les petites, je dirais les enseignes qui aujourd'hui récupèrent aussi les déchets des artisans. Typiquement, on en parlera un petit peu après, Jean-Yves, voilà, je pense. mon collègue. Oui. Une petite question, parce que la REP, c'est les points de collecte, c'est effectivement faire en sorte d'en proposer le maximum, mais c'est aussi intégrer dans les appels d'offres la maîtrise d'ouvrage public la notion d'économie circulaire. Tout à fait. Le conseil départemental, là-dessus, votre collectivité, vous l'avez déjà intégré? Comment, voilà. Alors, on ne l'a pas encore intégré, mais effectivement, c'est un point essentiel. La REP va nous permettre demain d'intégrer dans nos cahiers des charges et dans l'ensemble des marchés publics concernés ces éléments qui vont imposer le tri dans les chantiers. Comment vous voyez la REP de manière concrète? Est-ce que vous la voyez comme un élément qui va vous impacter encore plus dans votre quotidien, une obligation encore plus du syndicat local? Comment vous voyez ça? Ou est-ce que vous voyez ça aussi peut-être comme un soutien par rapport aux dépôts sauvages que vous aurez sur votre commune, puisque la REP va aussi créer un petit fonds pour traiter ces dépôts sauvages? Comment vous voyez ça? C'est une lutte de tous les instants pour un maire. Sincèrement, il n'y a pas un jour où on n'a pas à régler un problème de dépôt sauvage, que ce soit dans nos espaces de nature traditionnels ou dans nos forêts. Ça a un coût, clairement. Ça oblige les collectivités à déployer de l'humain, du personnel, qui du coup ne remplit pas ses missions premières, et puis ça mobilise des finances. Et dans ce cadre, il faudrait que la REP puisse être un partenaire financier et nous accompagner sur le traitement et l'enlèvement de ces déchets. Et là, on est dans la logique du pollueur-payeur. Comme nous serons quelque part participants financièrement à l'organisation de cette REP, à son fonctionnement, on attendra, élus, comme particuliers d'ailleurs, comme les riverains, à ce que le résultat de la REP soit véritablement visible sur le territoire communal. Et donc moi j'attends en tant que maire que demain, avec l'ensemble de ces nouvelles dispositions, on voit la réduction de ces déchets et de ces encombrants qui sont un peu partout, mais leur disparition. Donc c'est un grand enjeu, un grand challenge, mais je dirais, quand on est nombreux, on arrive à relever ces défis et j'ose espérer que toutes ces nouveautés nous permettront de relever tous ensemble
ce défi qui Merci. est d'envergure. Merci. En tout cas, c'est le sens, hein, de toute façon, c'est le sens de cette REP, c'est le sens de la réunion qui réunit tout le monde. On est effectivement tous dans cette logique collective d'amélioration du traitement des déchets au travers la REP qui va s'imposer à l'ensemble du monde de la construction. Donc voilà, donc ça c'est important. Et puis maintenant on va céder la parole à Jean-Yves qui va nous faire donner effectivement le point de vue des négociants de matériaux parce qu'ils sont forcément impactés dans le cadre de potentiels collecteurs de proximité, dans le cadre aussi de... vous vendez effectivement des marchandises. Est-ce que vous avez déjà des éléments aussi? Voilà, donc Jean-Yves, je te laisse la parole. Ton point de vue, voilà. Merci. Déjà, merci de nous recevoir à ce tour de table. Bon, sachez, Madame le maire, que nous ferons aussi les négociations de matériaux, tout ce qu'il faut pour interdire et réduire le déchet sauvage en organisant la REP au mieux pour nous. Je vais essayer d'être pragmatique un peu dans l'organisation de cette REP que nous vivons depuis plusieurs années avec notre fédération, la FDMC, Fédération distributeur des matériaux de construction. Aujourd'hui, la finalité de cette REP demande à tous les négociants de plus de 4000 m² d'organiser. Alors nous ne sommes pas des collecteurs de déchets, nous sommes organisateurs de collecte. On n'est pas déchetterie à la base. Donc on va organiser tous les dépôts de plus de 4000 m² d'organiser la déchetterie par soit la proximité, comme vous disiez, à plus de 10 km, via une autre déchetterie à côté, ou de le faire en interne au sein de l'entreprise. Mais la récupération des déchets qui nous concerne, c'est uniquement le PMCB, les produits matériaux de construction du secteur bâtiment. Donc les produits qui font partie uniquement de notre plan de vente. Dans notre plan de vente, donc bien sûr, on parlait de placo-plâtre, par exemple, de feuilles de plâtre, pardon. De feuilles de plâtre. Nous pourrons récupérer toutes les feuilles de plâtre ou le bois ou la partie ferraille du bâtiment, non pas uniquement ce que l'on a vendu nous, ça sera tous les matériaux qui font partie de notre plan de vente. Même si ces matériaux viennent d'un confrère, nous serons dans l'obligation de les récupérer. Il est bien entendu aussi que dans la récupération, donc ce ne sont que des produits triés, comme vous disiez. Si toutefois il y a du papier ou une plaque ou de la moquette sur une plaque, ça deviendra du DIB et donc à la charge des artisans et des entreprises de régler ce déchet qui sera payé au mètre cube. À savoir qu'aujourd'hui, la mise en place de ces REP reste à notre charge. Le coût financier de la partie foncière, de la partie humaine et de la partie matérielle reste à notre charge. Donc on parle de mise en place de la REP très prochainement, pour janvier 2023. Il y a la partie informatique aussi, puisque les cotax, il va falloir organiser informatiquement dans nos factures. C'est beaucoup de temps à mettre en place, parce qu'aujourd'hui, nos ERP ne sont pas prêts à faire ça. Plus après, la mise en place et la mise en construction de ces éventuelles déchetteries qui seront plus ou moins grandes par rapport au potentiel du négociant en matériaux. Donc il y aura des problématiques aussi pour les mettre en place, les REP. Ça ne sera pas forcément facile et possible. Donc, mais nous ferons tout, bien sûr, pour le mettre en place. Cette problématique, bien entendu, elle va forcément être plus forte en Ile-de-France, là où le foncier déjà est tellement rare, le foncier constructible, parce que alors quand il y a une friche, ça peut être intéressant parce qu'on peut peut-être la revaloriser et bénéficier d'un fonds, le cas échéant, si tant est qu'il y a encore des fonds. Je me tourne vers M. Allard, mais ça c'est un autre débat. Mais par contre, en Ile-de-France, effectivement, un foncier dense, d'autres agences du groupement Starmat, une vraie problématique pour vous là quand même. Oui, c'est un problème pour tous les négociants nationaux. Aujourd'hui, notre fédération, la FDMC, travaille fortement sur ce sujet. C'est un dossier qui est chronophage, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, au niveau national, alors, Starmat, c'est aujourd'hui plus de 480 points de vente, c'est 1,2 milliard de chiffre d'affaires. Nous sommes au niveau national, dom-tom. Et on rencontre des problèmes dans toutes les régions, bien sûr, puisque c'est un nouveau concept, une nouvelle société, une nouvelle forme de travail, et avec une typologie de ce travail qui est aussi différente de la nôtre. Aujourd'hui, le négoce en matériaux, c'est un métier de service surtout, où nous connaissons tous nos entreprises depuis de longues années et on travaille ensemble dans le bâtiment, dans ce métier qui est le bâtiment. Aujourd'hui, on va nous demander de faire une déchetterie avec une discipline, avec une règle, avec une obligation de trier ces déchets. Et nous espérons que ce discours avec nos clients vont bien se passer, puisque ce n'est pas du tout dans le même contexte. Oui, parce que là, vous allez être dans un contexte un petit peu de gendarme différente. presque. Complètement. Alors que vous êtes normalement dans un gendarme contexte avec nos clients. Donc, vous accueillez des clients.
Complètement. Oui, donc vrai que c'est un autre schéma. Ça se fera. On a toujours réussi à tout organiser et à tout faire. Hein, donc on verra. Mais encore une fois, le but de récupérer les déchets et d'éviter ces décheries sauvages, c'est important et il faut qu'on le fasse. Ça, c'est certain. Et nous sommes pour, bien sûr. Très bien, Jean-Yves, merci. Je vais passer la parole à Denis. Donc, Denis, alors, toi, tu es donc entrepreneur, tu es vice-président de la Fédération du Val d'Oise, mais tu es aussi et surtout président de la Commission régionale environnement des fédérations du bâtiment d'Île-de-France. Donc, la REP, vous en avez déjà parlé plusieurs fois dans vos instances. Il y a eu plusieurs interventions. Tu vas nous en point de vue de la fédération. Déjà, si je peux me permettre un petit préambule, remercier la société Leroux qui nous accueille dans ces contextes économiques un peu difficiles et de recrutement aussi de personnel. Accorder du temps, c'est pas simple, donc vraiment merci à eux. Merci aussi parce que c'est une entreprise valdoisienne, grosse entreprise valdoisienne qui crée beaucoup d'emplois, une entreprise RSE, qui a des engagements également dans l'optimisation du rejet de CO2, qui n'a pas hésité à investir sur des camions gaz, mais aussi qui sait trier ses déchets, et depuis longtemps. Donc c'est pour ça que je suis un peu interloqué aussi quand j'entends l'amalgame entre dépôts sauvages, recyclage, bâtiments et ainsi de suite. Au sein de la Fédération du bâtiment, on a de belles entreprises, des acteurs qui sont formés, suivis depuis longtemps. La valorisation aujourd'hui, la société Leroux, je crois qu'ils sont à plus de 95% de valorisation, c'est peut-être même pour ne pas dire 100%. Il n'y a qu'à aller faire le tour sur le dépôt, la preuve, elle est réellement là. On a de nombreuses entreprises aussi qui sont engagées, mais aussi parce que les marchés les obligent, dans des réglementations qui vont demander un suivi en BIM, des chantiers HQE, des chantiers BBC. Il n'y a pas que le recyclage, il y a aussi la valorisation énergétique des bâtiments. Il y a des labels chantiers responsables que la FFB a mis en place pour accompagner les petites entreprises pour pouvoir, concurrencer les gros labels BRIM, par exemple, qui sont des gros labels de recyclage et d'optimisation de rejet de CO2 sur les chantiers, qui prend en compte pas seulement les dépôts, les déchets, mais aussi toute la valorisation énergétique, rejet de CO2, toute la logistique qui va autour. Donc, merci encore à cette entreprise Leroux. C'est un bel exemple pour nous. C'est une belle image aussi parce que c'est un beau symbole. C'est une entreprise qui ne fait pas de bruit, qui est discrète, comme finalement beaucoup de nos entreprises du Val d'Oise, du BTP, de la Fédération du bâtiment, mais qui œuvre vraiment au quotidien pour faire de la performance et du recyclage maximum. Voilà. Ce n'est pas la REP qui va nous aider à mieux valoriser aujourd'hui nos déchets. On le fait déjà. L'acte de construire, on est des entrepreneurs de BTP. Construire un bâtiment, c'est un ouvrage qui doit être périn dans le temps pour plusieurs générations. On a hérité de monuments historiques sur le PNR et bien d'autres, bien évidemment. On les utilise encore aujourd'hui. L'acte de construire, c'est fort. Donc le recyclage aujourd'hui, chaque acteur de la construction l'a en lui. Bien évidemment qu'on ne va pas construire à n'importe quel prix au détriment de notre planète. Voilà. Alors, la REP, on a malgré tout des craintes. Les craintes, c'est les suivantes. C'est qu'elle soit en finale un peu, la partie de l'iceberg, les dépôts sauvages qui font un petit peu, qui alertent un petit peu tout le monde. On ne voudrait pas que malheureusement, elle soit détournée au détriment de ce qui pourrait être fait. Voilà. Donc les craintes, aujourd'hui, c'est une mise en route dès le 1er janvier de l'écotaxe. Voilà. Et on a peur que tout ça se fasse dans la précipitation. On a compris, je viens de comprendre que les éco-organismes ne sont pas encore donnés. Ça veut dire que les modèles de tri, les filières ne sont pas encore agréées. Bon. Le montant de l'écotaxe, j'ai cru comprendre qu'elle allait être variable selon les différents produits matériaux. Ok, mais on connaît pour le moment aucune valeur d'écotaxe. Il va falloir 10 km ou 15 minutes organiser tous les centres de tri. On a peur que cette ingéniosité qui soit déployée sur chaque chantier soit coupée par la mise en place d'une REP qui serait un petit peu un gros paquebot. Ça, c'est premier levier sur le coup. Bien évidemment,
mon cher Jean-Yves, on est désolé, mais on a un peu peur que cette taxe, cette écotaxe se transforme en une hausse de TVA, hein, que ça parte dans un puits organisé par les distributeurs, malheureusement. Hein. Et sous couvert d'inflation, bon, alors on y va, on met de l'écotaxe et puis on verra bien ce qui se passe. Bon, voilà. Et dernier point sur l'augmentation des coûts, 1er janvier, on va connaître la taxe sur l'enfouissement, la TGAP, qui est déjà applicable aujourd'hui. Celui qui a envie de polluer ou de pas trier ou de ne pas faire d'économie circulaire, il paye déjà aujourd'hui. La TGAP, c'est la taxe sur l'enfouissement. On ne trie pas, on paye. Voilà. Donc, cette conjoncture de tout, on a peur qu'au final, ça soit le client, la collectivité, le particulier. Donc, vous l'aurez bien compris, nous, fédération, entreprise du BTP, on est pour la REP, pour faire de la performance, pour faire mieux que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Mais bon, on demande un report raisonnable de l'application de l'écotaxe au 1er janvier. Et puis aussi, on demande une présence primordiale dans les comités de pilotage des REP. Sans la mobilisation des acteurs de la filière BTP, la REP, elle ne fonctionnera pas.